Il est magnifique cet hôtel particulier, vous ne trouvez pas? Superbe, on dirait la gare de Saint-Étienne à Château-Creux. L'homme qui a fait bâtir cette magnifique demeure, il s'appelle Jacques André. Il a épousé par la suite Nelly Jacquemart. C'était un couple passionné d'art, comme vous? Oui, c'est ce qui m'aide à vivre, c'est ce qui met de la tendresse dans mon quotidien. De leur vivant, ils n'ont eu de cesse d'aménager cette demeure comme un musée. Vous avez l'âme d'un collectionneur, vous? Non. Ce qui m'importe, moi, c'est ce que je vis au quotidien, c'est le présent et c'est ce que je produis. La collection permanente, elle rassemble des œuvres de la peinture française et hollandaise du XVIIIe siècle, mais aussi beaucoup de toiles de la Renaissance italienne, ainsi que du mobilier. Et c'est une collection qui est digne des plus grands musées, avec plus de 5000 œuvres. C'est dingue! Ah, ça, je ne savais pas. Bon, vous avez vu, ces deux lions à l'entrée nous attendent, non? Bonjour Pierre Gagnère, vous brillez au firmament de la gastronomie française avec 3 étoiles au guide Michelin. Vous avez été élu en 2015 meilleur chef du monde par vos pairs. Alors évidemment, dans cette émission, on va vous mettre à table. Mais avant, je vous propose de nous plonger dans le clair-obscur de ce peintre italien, le Caravage. On y va? On y va. C'est la première exposition du Caravage à Paris depuis 1965. 10 toiles sont réunies au musée Jacquemart-André, des œuvres de son époque romaine au cours de laquelle il a développé son fameux clair-obscur et qui dialogue avec celles d'illustres contemporains, amis ou ennemis. C'est vrai que plusieurs autres peintres sont exposés ici. Quelle est l'idée de pouvoir les juxtaposer comme ça? Caravage, qui est en effet un génie à part dans son temps, et c'est pour ça qu'il est novateur, révolutionnaire, est aussi un peintre qui appartient à un contexte artistique qui est celui de Rome en 1600. Donc il s'y fait en effet des amis, des collaborateurs, mais on a aussi des ennemis. Ouais. Par exemple, Orazio Borgiani. C'est rassurant, ça. On sait que Borgiani et Caravage ne s'entendaient pas très bien, et vous voyez pourtant que Orazio Borgiani a complètement adopté le style de Caravage, adopter son clair-obscur, sa violence, ce côté très direct, très théâtral. Et là, on a un de ses premiers tableaux vraiment conçus comme une scénographie, en fait, un spectacle donné à voir aux collectionneurs, en l'occurrence. C'est un tableau très important parce qu'il participe autour de 1600 à l'émergence du baroque. Caravage introduit vraiment la notion d'instantanéité dans la représentation du drame, avec ce côté extrêmement violent du sang qui gicle pratiquement au visage du spectateur. C'est vrai qu'il peignait toujours à partir de modèles. C'est ce qu'écrivent les contemporains. Nous avons ce très beau Saint-Jean-Baptiste de la Capitoline. Donc, jeune adolescent plus que nu, un tableau très provoquant, qui était caché par un rideau à l'époque. Et puis, il utilise cette symbolique extraordinaire de cet embrassement du bélier, qui n'a rien à voir avec un agneau. Normalement, l'animal de Saint Jean-Baptiste, c'est l'agneau. Le bélier, c'est plutôt le symbole du stupre et de la fornication dans l'Antiquité. Et donc, c'est vraiment un tableau érotique. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils vont s'animer. Hein. On le voit, Pierre, qu'il peint à partir de modèles vivants. Toutes les muscles, la texture de la peau, les pieds, la musculature. C'est sublime. Caravage, on a vu le côté mauvais garçon, le côté provocateur. C'est aussi le plus grand peintre religieux de son temps. Et Caravage peint cette scène extraordinaire
des pèlerins d'Emmaüs. Ils font en fait le sacré dans le profane. Les personnages de l'Évangile, bien sûr le Christ et les deux pèlerins, appartiennent au passé, tandis que les deux serviteurs sont des serviteurs romains du XVIIe siècle. Et par cette nouvelle iconographie, par cette façon d'insérer le sacré dans son propre temps, il participe de cette nouvelle spiritualité qui est celle de la Contre-Réforme. Pierre, quand on regarde cette salle avec toutes ces œuvres d'art au mur que vous aimez tant, on se dit que forcément vous fonctionnez au coup de cœur. En cuisine, c'est pareil? Il faut faire des choses qui donnent un sens à votre vie. Alors, on n'a pas tous la chance d'avoir des métiers qui vous remplissent à la fois l'esprit et qui vous font vivre. Mais il faut arriver à ce qu'on ait une activité, quelle qu'elle soit, qui donne un sens à votre vie. Et la peinture, toutes ces choses-là ont été le prolongement naturel de ce que j'ai vécu, de ce que je vis en cuisine. Mais alors en cuisine, au-delà de la maîtrise, est-ce que c'est important, l'improvisation, l'intuition? Ben forcément, moi je pense que la cuisine c'est un artisanat. Et l'artisanat c'est très noble. C'est reproduire consciencieusement un process, des recettes. Voilà. Et aujourd'hui, évidemment, tout a explosé. C'est beaucoup plus créatif, mais avec un danger, c'est que sans technique, la créativité ne va pas loin. Donc la technique doit toujours soutient forcément le petit acte créatif que moi, personnellement, j'ai introduit au jour le jour dans ma cuisine. Bon, je sais qu'avec vous, il faut que je fasse attention d'un point de vue sémantique parce qu'il y a des mots que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas bien qu'on parle de gastronomie. Vous n'aimez pas qu'on dise que vous êtes un artiste. Pourtant, vous êtes créateur de beauté, créateur d'émotion. C'est quand même un peu la définition de l'artiste, non? Oui, mais il y a des artisans qui font des très belles choses aussi. Vous ne vous considérez pas comme un artiste? Sans doute que je le suis, puisque tous les gens me ramènent à ça. Alors bien sûr, et évidemment, je me sens plus près des artistes que des gens qui font du business. Moi, je me sens artiste. Aujourd'hui, je me raccroche vraiment à mon métier de base, qui est celui de faire de la cuisine. Alors, est-ce que je la fais de façon artistique? Peut-être. Mais si j'ai pas autour de moi une équipe de techniciens, et vous les découvrirez ce soir, tout à l'heure, je suis rien. Votre cuisine, elle se vit évidemment sous le palais, mais pas uniquement, parce que dans l'assiette, il y a un côté très esthétique. Est-ce que c'est impérieux de vous renouveler, d'inventer sans cesse? Est-ce que c'est obsessionnel? Oui, c'est obsessionnel, oui, parce que d'abord, je relis, si je relis des cartes ou des menus qui ont quelques années, je me dis, comment t'as pu faire ça? C'est pas possible, quoi. Donc, effectivement, d'abord, j'évolue. Bon, ma façon de voir les choses, le dur, il est toujours là, mais évidemment, je ne cuisine plus avec la même vision que j'avais quand j'avais 30 ans. Les choses sont peut-être plus posées, plus goûteuses, plus précises, peut-être moins démonstratives. Moi, ce qui me fait rire, c'est que les gens qui vous adorent disent, quand on sort de chez Gagnère, Oui. on ne sait pas ce qu'on a mangé. Et ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de faire une critique disent exactement la même chose quand on sort de chez Gagnère, on ne sait pas ce qu'on a mangé. Oui. Ça vous amuse? Non, ça ne m'amuse pas. Non, ça m'interroge, mais bon, c'est comme... Oui, c'est vrai que le premier qui m'a dit ça, c'était en 83, Samuel Fuller, qui dit « Je ne sais pas ce que j'ai mangé, mais c'était foutrement bon. » Voilà. Et je trouve je trouve ça plutôt comme un compliment. Moi, mon ambition, c'est de totalement désarçonner le dîner, parce que je vais effectivement combiner mais je combine rien, à vrai dire. Moi, ça vient tout seul. Il n'y a pas de... Dans mon travail, il n'y a pas ce qu'on appelle une cellule recherche et développement. J'avance, je m'amuse, et j'essaie, dans ce que je fais au quotidien, d'y trouver du plaisir et un moyen de moi-même me surprendre. On va passer aux maths et vous allez m'aider à compter. Vous allez me dire surtout si je me trompe. Vous totalisez 16 étoiles dans 23 restaurants à travers le monde. Londres, Las Vegas, Hong Kong, Séoul et bien d'autres encore. Ça correspond à quoi, ce désir d'expansion? Alors, deux choses. L'endroit où nous sommes, c'est un endroit où je suis depuis 1996. Je suis petit locataire gérant.
ce lieu, je le loue comme un gamin de 20 ans qui démarre. Mais clairement, c'était pas un coup sur le plan financier. Et j'étais pendant 30 ans en cuisine, nuit et jour, et les gens qui me regardaient disaient « Pierre, il va crever, il va pas s'en... » Et moi, je disais « Écoutez, je peux pas faire autrement. Pour l'instant, on verra, je peux pas. » Et puis en 2004, il s'est produit quelque chose. On est venu me chercher pour ce projet de Londres, Sketch, qui était mon premier projet, qui est sans doute le projet le plus compliqué, et qui aujourd'hui est un succès incroyable. Et puis après, d'autres endroits. Et ces autres endroits, effectivement, ils alimentent ce lieu. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais à Hong Kong, quand je vais à Shanghai, que je vais à Séoul, c'est une clientèle asiatique qui vient à Paris. On se penche un peu sur vos débuts. Vous commencez votre apprentissage dans la cuisine de votre père, qui est restaurateur à l'âge de 14 ans. Vous poursuivez à 15 chez Paul Bocuse. Vous détestez la cuisine. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous épousez ce métier qu'on vous a imposé? Les choses se sont imposées d'elles-mêmes. Et puis un jour, j'ai vu que j'avais un petit peu un truc qui faisait que ce que je faisais plaisait. Voilà. Et puis, je me suis pris au jeu. Et puis, je me suis dit, effectivement, ce métier que tu n'aimes pas, tu vas essayer d'en faire quelque chose de différent. Dans votre métier, il faut parfois prendre des décisions difficiles. C'est ce que vous faites en 1996. Votre restaurant de Saint-Étienne prend l'eau. Vous mettez la clé sous la porte. Vous perdez tout, vos 3 étoiles, vos employés. Il a fallu remonter la pente et vous choisissez Paris. Pourquoi? Ça ne pouvait pas être autre chose que Paris. Après ce qui m'était arrivé, il n'y avait pas d'autre possibilité. Ça n'aurait pas eu de sens d'aller dans d'autres villes de France. Parce que Paris, il y a une vraie compétition. Paris, ça reste Paris. Plus de beurre, plus de beurre, plus de beurre. Plus de beurre? Ne craignez pas d'en mettre un peu de beurre. Hein. Si on n'y rôtisse pas. Oui, chef. Bon, ça va, tout est pas mal. Il paraît que vous goûtez rarement. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Pourquoi? Parce que j'ai peur de ce que je fais, en fait. Donc c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Je pense que j'ai la possibilité visuelle de voir si c'est bien ou pas. Votre signature, c'est aussi de changer très souvent de carte. Oui, je ne veux pas être gagné par l'ennui, gagné par la routine et gagné par une espèce de plan-plan, voilà, qui fait que ces jeunes ne me suivraient plus. Les qualités d'un bon chef? Calme, rigueur, il y a de l'attention, il y a du stress, il y a de la passion, mais on délivre de la tendresse. On ne délivre pas des émotions négatives. Interdit. Le compliment qui vous touche le plus? On a passé chez vous une belle soirée. Une recette que vous ne dévoilerez jamais? Le soufflé au chocolat. Ah non, celle-là on m'a dit que vous me la donnez à la fin de l'émission. Dans son Paris des Arts, Pierre a voulu nous présenter Emmanuelle Berco, actrice, réalisatrice, scénariste, figure singulière du cinéma français. Elle a plus d'une trentaine de films à son actif. Rencontre au Gaïa avec une femme sans concession, grande exploratrice de l'âme humaine. Pierre, quand on vous a dit il faut nous faire une rencontre, vous avez immédiatement pensé à Emmanuelle. Pourquoi? D'abord parce qu'elle aime ma cuisine. Bon, et puis j'aime l'actrice, j'aime ce qu'elle fait au cinéma, parce que c'est à la fois faire la qualité, mais la qualité qui se vend. Bon, Emmanuelle, vous avez un peu une double casquette en tant que réalisatrice, en tant que comédienne. En tant que réalisatrice, vous êtes née à Cannes avec la sélection de votre premier court-métrage. Et puis, il y a eu 2015, l'ouverture avec ce film La Tête Haute. Cette même année, vous raflez le prix d'interprétation féminine pour votre rôle dans le film de Maïwenn, Mon Roi. Être consacré à Cannes, c'est un peu comme avoir une étoile quand on est chef? Ah oui, complètement, tiens. Je n'ai jamais fait ce rapprochement. Oui, ça doit faire à peu près le même effet. Sauf que le chef, son étoile, il l'a gagnée et il va essayer de la conserver, d'en avoir une deuxième, une troisième. Nous, un prix, c'est fulgurant et puis ça n'a pas tant d'incidence que ça sur la vie. Bah non, le prix, si tu veux, il est magnifique. Je sais que je l'aurai toujours. Je pourrais le raconter à mes petits-enfants. Il est posé dans ma bibliothèque, mais ça va rien changer. Les gens vont pas plus venir voir mes films, tu vois. Non. Honnêtement, dans le cinéma, les prix, c'est un bonheur très furtif.
connaît pas, en fait. On se connaît pas, en fait. Les sujets que vous traitez ou que vous interprétez sont toujours sensibles, souvent difficiles, la passion dévastatrice, le mal-être étudiant, par exemple. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est de raconter une histoire ou est-ce que c'est plutôt de pénétrer le sentiment, l'état d'âme? C'est pas de raconter une histoire. Ouais, je sais. Non, parce que ça, c'est vrai, je m'en fous un peu des histoires. Parce que, d'abord, c'est cette chance incroyable de pouvoir jouer. Parce que moi, je suis restée vraiment à l'état d'enfant. J'aime jouer comme je jouais aux cow-boys, aux Indiens ou à la cuisine, à la dinette quand j'étais petite. C'est vraiment un plaisir aussi brut que ça pour moi. Et d'essayer de capter quelque chose, des émotions, de l'âme. C'est qui, toi? C'est lui, ton éducateur à partir d'aujourd'hui. Mais je reste pas là, je te dis. Saisis ta chance, mon gars. Là, on t'en offre une, alors prends-la, putain. T'es ici pour ton bien. Vous avez au moins un point commun tous les deux, c'est une sensibilité qu'on sent chez l'un et chez l'autre à fleur de peau. Je sais que vous êtes assez émotive. Je vous pose la question à tous les deux, l'émotivité, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise copine? Oui, on s'en est parlé d'ailleurs suite à un article que j'avais fait. Je trouve que c'est une copine qui est compliquée quand même. Dans le monde où on vit, où en fait il faut garder la face, où il faut pas montrer ses failles. Et c'est vrai que le fait d'être émotif et qu'on ne sait jamais quand l'émotion peut nous surprendre, et moi j'arrive pas à la contrôler, c'est toujours compliqué parce qu'on n'est pas dans une société qui chérit tellement ça. Et vous, Pierre? Je rajoute rien parce que c'est ce que je ressens. Merci Pierre, merci Emmanuel. Vous pouvez retrouver ce Paris des Arts consacré à Pierre Gagnaire sur notre site internet. Et puis, vous le savez maintenant, l'émission se poursuit également sur les réseaux sociaux. Alors, je vous dis à très vite.